Bonjour tout le monde, bienvenue au trio économique en mode surf and turf, donc c'est-à-dire duo, parce que Yann, bon, j'ai dit toute la semaine qu'il était parti mais en attends, vacances, mais aujourd'hui, je vais dire la vraie raison, c'est que il partait en vacances, mais pas avec ses gars, c'est qu'il allait en Chine suivre une formation pour l'Institut Confucius. quelque Donc, chose comme ça. quelque chose comme ça Quelque chose pour comme les, ça. pour ses liens occultes avec les postes de police chinois. Là, tout le monde. Et moi, j'ai une question fondamentale. Si nous autres, on est surf and turf, toi puis moi, on est toujours là, right? Fait que ça veut dire Ouais. que surf and turf il est toujours présent. Yann, c'est quoi? C'est la patate pilée? Ouais, ça, j'avoue que c'est pas le rôle le fun. Le riz à côté? Ouais. Les légumes bouillis? Parle-moi Non, pas à ces la légumes limite, on peut bouillis. dire que c'est un légume sur le grill. Là. Ouais, au moins. Puis un C'est peu de plus sel. agréable. Ouais. Hein. Ou la coupe de vin, je sais pas. Tu sais, Ben écoute, si on n'est pas généreux, les légumes grillés. Si Ouais, on est généreux, le whisky. Ouais, ok, parfait. Fair enough. Aujourd'hui, on voulait parler on a plusieurs sujets là, qu'on peut aborder, mais entre autres, c'est que cette semaine, puis là, les gens qui écoutent sur YouTube, ça sera plus d'actualité, là. Mais c'est juste un prétexte pour parler d'un sujet, c'est que c'était la journée de la femme. Donc, il y a 2 jours, au moment où nous, on enregistre. Et bon, là, il y a comme une espèce de tradition de virtue signaling, là, où tous les politiciens, tous les gens, bon, on va dire aujourd'hui, c'est la journée de la femme, nous célébrons, ta. Et bon, de manière un peu ironique, dans un premier temps, tu l'as fait aussi, puis je l'ai fait, on avait fait des petits rappels sur certaines femmes importantes qui ont existé, entre autres au 20e siècle, tu sais, des Ayn Rand, des Isabelle Patterson, des Rose Wilder Lane, on pourrait en nommer d'autres. Ouais, Et ben en c'est fait, des gens qui ont été complètement oubliés. Hein, on ne parle pas d'eux autres à l'université, elles n'ont jamais existé. Puis là, tu te dis, ben, pourtant, c'est pas mal des personnages très importants là, de l'histoire des idées, entre autres. Là, tu sais, je veux dire, Atlas Shrugged de Ayn Rand, de mémoire, c'était un des livres les plus vendus dans l'histoire des États-Unis. Après la Bible, of écoute, course. Puis tu sais, je suis pas checké. Mais tu sais, écoute, ces livres ont été faits en film à Hollywood dans le temps que 10 millions de copies. 10 millions de copies pour Atlas Shrugged. C'est beaucoup, là. Ben, tu sais, ça Pour un avait. livre de ce type-là, on s'entend, là, j'exclus des recettes de cuisine de ça, puis la Bible, là, comme j'ai dit. Là. Mais tu sais, c'est un peu, entre guillemets, transcourant, là, dans le sens que je me souviens d'une interview de Barack Obama qui disait que c'est un livre qui l'avait marqué. Ah, wow. Je suis sûr qu'il ne l'a pas compris, mais. Probablement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est considéré par beaucoup comme un classique que tu peux lire. Peu Et puis, c'est importe pas petit, hein, pour ceux qui savent. Non, c'est pas petit. Là. Atlas Shrugged, c'est une grosse brique. Mais tu sais, ça a permis l'imaginaire populaire. Quand tu regardes, par exemple, la série Mad Men, le livre apparaît 3-4 fois dans l'épisode. Et il apparaît chez le propriétaire de la compagnie de publicité. Et il explique à quel point c'est la défense de ce qu'ils font. Ça avait eu un effet très important chez des entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui l'achetaient. Puis c'est pour ça que quand je regarde le temps que ça a fait sur le Best Sellers List, pendant 22 semaines consécutives, c'était un New York Times best-seller. C'était quand même assez important là, comme livre. C'était un livre qui a eu, qui était non seulement très populaire, mais qui a eu une longue vie. Mais l'autre chose, c'est qu'elle a un peu éclipsé les deux autres, Patterson puis Rose Wilder Lane, mais Lane, c'est Little House on the Prairies, que tout le monde connaît un peu avec la série télé. Ben, la légende, pas la légende, mais ce qu'on comprend en lisant, entre autres, là, la biographie, là, c'est que c'est pas mal elle qui a écrit pour sa mère. Exactement. Parce qu'en fait, c'est Laura Ingalls, je pense, le nom de la mère de Rose Wilder Lane. Et donc, l'œuvre y est attitré à elle officiellement, mais de ce qu'on comprend, c'est beaucoup sa fille. En tout cas, Ben, sur le plan des idées, c'était une œuvre collaborative. C'est ça, c'était une œuvre collaborative. Donc, on pourrait ajouter la mère aussi là-dedans, qui faisait partie de ces femmes quand même assez importantes. Là. Lane était, si je ne me trompe pas, elle écrivait pour
voyons, Ouais, un qui voulait journal de ruraliste, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, elle avait ouais. une sorte d'idylle rurale un peu. Mais chez les libertariens, là, ces trois femmes-là, c'est elles. Il y a un livre qui s'appelle, puis il est super facile à lire. Puis n'importe quelle personne qui est un peu intéressée aux idées libérales, puis leur histoire, ça s'appelle Radicals for Capitalism par Brian Doherty, qui est vraiment un excellent livre. Et il dit fondamentalement, bon, il y avait des ancêtres libertariens aux États-Unis, il y a une longue tradition du libertarianisme aux États-Unis, mais la fondation du libertarianisme moderne, c'est la même année, en 1943, avec The Fountainhead de Rand, The Machinery of Freedom, c'est pas The Machinery of Freedom, The Discovery of Freedom Mhm. et The God of the Machine. Les trois livres ensemble font en sorte que ces trois femmes-là créent vraiment, à fin pratique, le libertarianisme moderne. Et c'est probablement la seule idéologie dont les trois fondateurs sont exclusivement des femmes. Absolument. Et il y a un bon livre aussi là, que je recommande. Là. Je suis rendu à peu près aux trois quarts. Je lisais ça pendant les vacances. Celui-là est peut-être un peu plus lourd là, quand même. Là. Je vais le mettre ici. C'est de Timothy Sandefur, Yep. The Furies. How Isabel Peterson, Rose Lane and Ayn Rand found freedom in an age of darkness. Oui, puis il faut se rappeler que C'est vraiment bon. les années 20, 30, 40, là, c'était vraiment probablement la pire période pour être quelqu'un qui se dit dans la famille libérale. Tu regardes les données de Polity, qui sont les indices de à quel point le monde est libéral démocratique, ou un autre de dataset qui est VDEM, qui est Varieties of Democracies. Puis là, ils ont toutes des mesures de la profondeur d'une vie démocratique. C'est pas juste est-ce que tu votes ou non, parce que techniquement, si tu votes ou non, il y avait des référendums en Allemagne nazie. Donc, si tu vas sur ce critère-là, tu dirais que l'Allemagne nazie était une démocratie. Ah oui, oui, Mais oui. ça ne l'est pas, là. Je veux dire, ça serait Non, ridicule. non. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils poussent plus loin. Mais tu regardes les années 20, 30, 40. Ce que tu vois, c'est la seule période depuis 1800 où est-ce qu'il y a un recul démocratique qui a l'air presque permanent. C'est une longue période de déclin démocratique, de déclin des idées libérales, de tous les côtés, tant de l'extrême droite que de l'extrême gauche, des attaques sur les libéraux. Ce qui est un peu ce qui ressemble à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Je te dirais que je pense que c'est dur d'être libéral aujourd'hui Ben, comparativement, mettons, à 1990. Mais eux autres, ils ont fondé ces mouvements dans une époque où il y avait moins d'informations qui étaient partagées, plus difficile, et tu avais des totalitarismes extrêmes qui se profilaient à l'horizon, puis on les voyait. Là, c'était pas comme aujourd'hui où tu dis qu'il y a des tentations autoritaires qui ont l'air d'exister. Dans le temps, il n'y avait pas juste des tentations autoritaires, il y avait des régimes oui, oui, autoritaires oui. dans Il y des avait pays des régimes qui autoritaires. qualifiaient comme des pays riches et qui Dans le étaient cas de. anciennement des démocraties. Donc, tu sais, ça te disait Oui. que ça pouvait. Les choses étaient vraiment beaucoup plus fragiles back then. Devenir libéral à cette époque-là, c'est assez radical comme claim. Dans le cas d'Isabelle Patterson, c'était d'autant plus. J'allais utiliser une drôle d'expression, j'allais dire c'était d'autant plus cocky, mais dans le cas présent, c'est peut-être pas une bonne manière de le dire, là, mais son livre de God of the Machine, là, Ayn Rand elle-même dit que c'est vraiment ça qui l'a réveillé à un moment donné dans son set, Moi, dans son mindset. Et il a été publié en pleine guerre, hein, en janvier 1943. Donc, c'est une grosse sortie, en fait, une partie du livre qui est tout ce qui tourne autour du New Deal. Elle a fait une grosse sortie quand même là-dessus, puis en pleine guerre où tout le monde, bon, est comme. Comment je pourrais dire ça? Dans une guerre, bon, t'es soudé autour d'un objectif commun, etc. Elle arrive en pleine guerre en nous disant que le collectivisme, c'est quasiment une maladie mentale. Donc, c'est quand même. En tout cas, c'était osé, puis il fallait quand même faire preuve d'une indépendance d'esprit à ce moment-là pour être capable d'arriver avec ce type d'idée-là. Elle était forcément à contre-courant. Ouais, c'est un peu triste en plus, Patterson, parce que de toutes les trois, là, C'est la moins connue. C'est la moins connue, mais c'est probablement la plus profonde. J'ai lu les trois livres. Puis je te dirais que Patterson était de loin. Elle était canadienne, hein? Les gens ne savent pas ça, mais elle était née en Ontario. Mais la profondeur de ce qu'elle disait était
l'analyse était beaucoup plus profonde. Puis non seulement ça, mais il y a les gens oublient ça, mais puis là, la gauche essaie de la réclamer. Puis chaque fois que mon collègue Phil Magnus pointe que c'est un petit peu difficile de faire ça, tu as aussi Zora Neale Hurston, qui était pas. Je pense pas qu'on peut la qualifier de libertarienne, mais elle haïssait Roosevelt, était assez quand même pro-libre marché. C'était aussi une femme noire qui était très sympathique aux idées libertariennes. Puis elle a écrit, mon collègue Phil Magnus essaye de récupérer à quel point était vraiment assez libertarienne. Donc, tu sais, tu regardes si on étend le groupe le plus largement possible, Oui, t'avais beaucoup t'as de pas de femmes femmes, dans t'as pas de cette libertarien. mouvance-là. Ben, c'est ça. C'est exactement. Tu as d'autres figures un petit peu plus secondaires là, dont j'oublie le nom, là, mais tu as quand même plusieurs femmes là, qui se sont inscrites dans. Ben, en fait, tu as un courant qu'on appelle le féminisme individualiste ou l'anarcho-féminisme. J'aime pas trop les étiquettes, là, mais on comprend. Là. Et c'est beaucoup des gens qui s'inspirent de ces personnages-là. Là. T'as, entre autres, là, Christina Sommer. Je me souviens, j'avais lu un texte d'elle qui est dans cette mouvance-là. Puis c'est en gros des gens qui disent que, ben, tu sais, un peu sur les principes libertariens, que, tu sais, la femme, dans le fond, fait sa place dans un monde d'hommes, mais par ses qualités propres à elle comme individu et non par son appartenance au groupe. Puis, tu sais, c'est un peu bas. Ben, Radical. Radical. puis, tu sais, Que Ayn tu dois Rand, te je veux dire, définir comme personne, pas comme membre d'un groupe. exact, ouais, c'est Ouf. ça. Hey, ça, c'est dangereux. Mais tu sais, Dangereux. l'histoire de Ayn Rand, c'est un peu ça. Tu sais, la jeune femme, ben, la jeune fille qui est élevée dans une famille qui est spoliée par le régime communiste parce que son père était pharmacien de mémoire et ils se sont fait nationaliser à toute fin pratique leur entreprise. Quand il y a eu la révolution russe, donc ils ont déménagé, je pense, en Ukraine ou je ne sais plus trop. Les détails sont flous dans ma tête de la biographie, là, mais c'est après ils ont fui. Et elle, à partir d'à peu près rien, elle a réussi à devenir un peu pigiste dans des journaux, essayer de produire une coupe d'affaires, puis pour finalement devenir une des écrivaines les plus connues des États-Unis, ou en tout cas dans son champ dans son champ de compétences ou de sujets. C'est quand même un exemple patent de quelqu'un qui part de rien finalement, puis qui, par son travail, non pas par le fait que elle appartient à un groupe ethnique, sexuel ou peu importe, mais par son travail à elle. Puis je pense que ça a inspiré beaucoup de gens, mais entre autres de ce courant-là, de féministes individualistes. Mais tu sais, justement, pour revenir à ce qu'on voulait parler, c'est que le tweet que tu faisais en début de semaine, je peux le retrouver pour le mettre à l'écran, mais c'était de dire, tu sais, bon, c'est la journée de la femme. Puis là, on a rappelé l'histoire de Patterson, Ayn Rand et Rose Wilder Lane. Puis tu disais, ben, ce qui a aidé le plus, pas exclusivement, mais ce qui a aidé le plus, tu sais, c'est la liberté économique, l'économie de marché. C'est ça qui a fait en sorte que les femmes ont pu prendre leur place finalement dans un monde plus dirigé, si on veut, par les hommes. Puis là, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Oui, mais il y a toujours des gens qui sont pas contents. Là. Mais en Franchement, gros, puis juste faire l'aparté pour qu'on sette la table comme il faut, ça s'inscrit aussi dans une espèce de lignée où il y avait un débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on définit le féminisme comme étant intersectionnel ou je ne sais pas trop? Et tout ce que tu disais, c'est que, puis d'ailleurs, c'est confirmé dans un texte du Devoir que je lisais de quelqu'un qui défend cette position-là, que l'intersectionnalité est inhérent, ben, au concept d'intersectionnalité est inhérent l'anticapitalisme, ou en tout cas une critique radicale du ouais, capitalisme. ces Et toi, affaires-là, là, ouais, tu me fais fâcher là, juste en disant ça. Honnêtement, les gens qui veulent le plus instrumenter d'autres personnes pour des fins politiques, c'est des gens qui vont essayer d'utiliser n'importe quoi, tout et n'importe quoi, pour dire qu'ils sont anticapitalistes. Premièrement, c'est toujours ouais, intéressant que les anticapitalistes sont toujours ceux qui vivent dans des économies capitalistes.
généralement, là, ou disproportionnellement, vivent dans des économies capitalistes. Fait que, déjà là, à un moment donné, je pense que Schumpeter avait raison. Et Schumpeter disait que le problème du capitalisme, c'est pas qu'il est bon, c'est qu'il est tellement bon qu'il permet à des gens de dévouer leur vie à le détester grâce à l'abondance qu'il crée. Tu as des gens qui sont comme ça, mais en même temps, il y a quand même une sorte de, je pense que je peux dire, un certain mépris à avoir pour du monde qui vont utiliser n'importe quoi, la journée de la femme, le mois les mois des Afro-Américains, pour taper sur le capitalisme au lieu de dire, ben, voici les progrès qui ont été faits, voici les progrès qui restent à réaliser, comment est-ce qu'on fait pour se rendre là. Non, 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 il faut que ça soit utilisé et instrumenté pour détester cette idéologie que j'aurais détestée indépendamment. Si la situation avait été inversée, disons que c'était historiquement les hommes qui avaient été abusés, ils auraient dit la même chose à l'envers. C'est pas, je ne pense pas que ces gens-là, celle qui a écrit l'article dans Le Devoir dont tu parles, que j'ai lu la moitié avant de juste être exaspéré par la chose, parce que c'est le même remâché, le même réchauffé au micro-ondes qu'on nous sert tout le temps, que tu aurais critiqué cette chose-là indépendamment de tout ce qui se passe. Pour toujours, tu aurais cru ça. Tu n'es pas sincère dans ta défense de ça. Tu veux juste haïr cette idéologie-là indépendamment de quoi que ce soit. C'est vraiment ta force motivatrice. Puis, tu n'es pas de bonne foi. Tu n'es pas de Donc, en bonne gros, foi ce que dans cette tu dis, c'est conversation-là. que, en gros, ce que tu dis, c'est que le combat des femmes, entre guillemets, j'ai de la misère à m'exprimer sur ces types de sujets-là parce que j'aime pas parler avec des catégories de même, mais pour moi, Moi ça non plus. réfère à rien. Tu sais, je veux dire, quel rapport entre une femme qui vit à la campagne puis qui est copropriétaire avec son mari d'une petite entreprise avec une femme salariée issue d'une bonne famille en pleine ville? Tu sais, je veux dire, je comprends même pas, à part leur appareil reproducteur, là, je vois pas ce qu'ils ont en commun comme catégorie politique pertinente, là. Mais non Et seulement ça, mais c'est quand même, j'ai toujours trouvé que c'était, bon, c'est sûr que j'ai été très influencé par les gens que j'ai côtoyés, là. Donc, ça a un effet. J'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont vécu dans des régimes dictatoriaux. mhm, Beaucoup de mes amis très proches, par exemple, il y a quelques mois, on était à la cérémonie de citoyenneté d'une amie ici, qui est une amie très proche maintenant, qui est cubaine, mhm. qui s'est enfuie de Cuba quand même assez tôt. Puis elle est vraiment brillante, mais tu sais, pour elle, c'était quelque chose, tu sais, de devenir cubain, de devenir américain, parce qu'il y avait la symbolique de la chose. Mais elle refuse, tu sais, puis ça te montre un peu que tu sois limité à un groupe ou que tu sois limité à autre chose. Ce que tu veux, c'est la place pour te définir toi comme individu, pour C'est ça. créer ta définition de l'individu. Les groupes auxquels tu fais partie, si c'est des perspectives, des trucs immuables, c'est pas pertinent à notre définition de qui tu es. En fait, n'importe quoi, tout ce qui est immuable, tout ce qui est inné, on ne peut pas faire de jugement sur ça. Non, c'est ça. Puis même si c'est l'était, soit dit en passant, parce que tu pourrais, j'ai eu la même conversation à un moment donné, puis avec des gens de gauche qui pétaient une coche, des républicains qui disaient ah, c'est un choix être gay. Je dis si c'est un choix, who cares? Puis si c'est naturel, who cares? C'est la même réponse dans les deux cas. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de défaut à ça. Ben, ici, dans ce cas-ci, c'est juste que là, c'est pas un choix être une femme, mais c'est une caractéristique immuable. Et comme c'est une caractéristique immuable, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Il n'y a aucun. C'est pas une catégorisation importante, autre que pour peut-être les contraintes biologiques qui viennent avec, les limitations physiques. L'homme est Ouais, physiquement plus fort que la femme, mais ça veut ouais, rien dire. c'est pertinent d'un point de vue peut-être médical ou de catégorie statistique pour dire, bon, ben là, quand tu fais des Yep, études, mettons, ben, tu as plus de chances qu'une femme développe tel type yep. de maladie pour une raison X, Y. Mais qu'est-ce que tu viens de faire en faisant ça? C'est pas de la politique. C'est de la santé ou c'est Non, mais de la quand tu recherche, définis les c'est de la droits, science. on va y aller plus simple que ça, les droits naturels des gens ne se soucient pas de ces catégorisations-là. Les droits qui n'ont jamais été donnés aux femmes, c'est des droits que l'État a refusé de leur reconnaître, mais qui ont toujours existé indépendamment de Mhm. l'État.
les gens qui sont dans la pensée libérale, c'est comme ça qu'ils voient la question. C'est tout le temps une question de est-ce que tu as des droits naturels et tout le monde a les mêmes droits naturels et est-ce que l'État décide de reconnaître les droits naturels d'une certaine personne plus que ceux d'une autre personne? Ouais. C'est là, par exemple, que là, les libéraux vont avoir peut-être des réponses de classe ou de groupe où ils vont utiliser ces catégories-là pour dire que l'État refuse de reconnaître des droits à certaines personnes. Et donc, nie les droits naturels des gens. D'ailleurs, tu remarqueras que, je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais quand on parle du droit de vote, je dis tout le temps que les gens qui disent l'État a donné aux femmes le droit de vote en 1944 au Québec, je refuse cette formulation-là violemment parce que les femmes avaient toujours ce droit-là. C'est juste que l'État a refusé de le reconnaître, Ouais, on leur empêchait on d'exercer leur leur a droit. empêché d'exercer un droit qui est Ouais, naturel, exact. de participer à la discussion et à la délibération démocratique. Un libéral vraiment refuse l'idée du groupe, c'est uniquement l'individu qui compte. Puis les gens qui insistent à catégoriser les gens selon les groupes sont, à l'essence même, ont, et je suis assez cruel quand je dis ça, là, je manque énormément de générosité, mais ont en eux la graine de la semence d'un, d'une tolération à des régimes qui sont beaucoup plus autoritaires. Tandis que si tu pars d'une prémisse extrêmement individualiste, donc tu es un peu comme moi, tu es un absolutiste de l'individualisme méthodologique, qu'il n'existe rien d'autre que les individus et les groupes que les individus choisissent de s'associer à, Mm-hmm. ben tu ne peux pas être tenté par n'importe quoi qui est totalitaire. Quand tu as cette idéologie-là, tu es absolument immunisé contre toute tentation totalitaire et tu vois toujours Bon. l'exercice du pouvoir comme une tentation de créer des catégories pour avantager un groupe par-dessus un autre, celui qui est le plus capable de se mobiliser pour capturer les outils du pouvoir. Puis tu peux pas arriver avec des justifications telles qu'on entend trop souvent, à mon avis. Là, il y a un gouvernement ou un palier de gouvernement qui veut faire quelque chose de restrictif par rapport à la liberté. Et là, le premier argument que tu vois, c'est des réflexions du genre ouais, mais là, quand même, on vit en société, on n'a pas le choix. T'es Ouais, comme, mais ça, là, mais ça, quel c'est argument étrange, ça. Ça, à un moment donné, il faudrait qu'on invite Jason Brennan sur le podcast. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Jason Brennan, c'est un philosophe qui est à Georgetown. Il est un de mes amis, mais il parle un peu français. Donc, il est capable de s'exprimer en français. Bon, il a un accent très fort en anglais, un Américain qui parle le français, mais il est capable de s'exprimer en français. Parfois, on converse en français, mais Jason a un livre qui est très important qui s'appelle When All Else Fails. Et il part de la prémisse que l'État n'est naturellement pas légitime. Puis c'est vraiment radical, mais il se pose la question, on peut y aller comme ça, là, puis après ça, on peut revenir au sujet de la liberté économique puis du progrès relatif des femmes. Lui, ce qu'il dit, c'est imagine demain matin que moi, je me promène dans le quartier et qu'il n'y a pas d'État. Et que je décide de vous protéger tous et chacun contre des potentiels voleurs. OK? Mm-hmm. Moralement, il n'y a personne qui voit une objection à ça. Right? Maintenant, Non. je me promène et je demande ensuite des cotisations volontaires. Toujours, il n'y a personne qui moralement va s'objecter. Mais maintenant, disons que j'arrive et que si tu refuses de me payer, j'ai produit le service, tu ne me l'as pas nécessairement demandé, j'ai produit le service, et là, je t'emprisonne dans mon sous-sol jusqu'à ce que tu me payes. Là, les gens vont être comme, ben là, non. C'est là que le point d'arrêt se produit. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie, là, parce que ça, c'est une partie de la philosophie auquel je me suis un peu introduit. Je ne suis pas un expert, mais ça s'appelle ethical intuitions, Mm-hmm. que les gens sont capables de créer ces intuitions éthiques-là et que souvent, quand tu les exerces, ça devient très difficile de voir comment est-ce que l'État est légitime. Pas inexistant, mais comment est-ce que les gens le perçoivent comme légitime. Souvent, en fait, ce qui fait qu'on perçoit comme légitime, c'est le fait qu'il a la capacité d'utiliser la force, donc il est capable de nous imposer des choses très violemment, mais qu'il l'utilise avec une certaine modération,
de telle sorte qu'on donne cette apparence de légitimité à l'État. Mais en réalité, il n'y a pas de raison de croire qu'en soi, il y a une légitimité morale à la chose. Puis Brennan, il montre, puis là, en fait, le livre est entièrement sur l'éthique de résister. Il dit qu'il n'y a aucune raison morale, à moins de certains cas précis, d'obéir à l'autorité qui t'impose certaines choses. C'est mal avisé de le faire, mais il n'y a aucune raison morale d'obéir. Et il explique ça très, très clairement, et il est très reconnu comme philosophe, Jason. C'est aussi un gars qui a à peu près... Imagine si Yann était philosophe puis un rocker, parce qu'il est aussi un rocker. En fait, c'est un mélange parfait de toi puis Yann, ce gars-là. Parce qu'il adore la musique, il est super gros dans la musique, il a comme 300 guitares, j'exagère à peine le chiffre. C'est un collectionneur de guitares, mais c'est un badass. Là, comme, il a une attitude très... Il a une patience très limitée, puis je suis toujours content de dire que je pense qu'une fois, on était en désaccord, puis j'étais là comme une chance que je suis tombé à 80% du temps parce que c'est que ma vie serait misérable si je devais m'ostiner avec toi tous les jours. Ouais. Moi, je dis qu'on l'invite dans le podcast. Je me convaincu avec avec l'explication. Je pense que ça serait un bon. Mais tout ça, un peu, c'est basé un peu sur en fait, tout ce que tu me dis sur lui, je trouve que ça renvoie beaucoup à ce que David Hume disait là, sur les. L'affaire des pirates, là. Ouais, puis sur justement, c'est Hume, c'est aussi Smith, d'une certaine manière, là, sur les sentiments moraux. Là. Mais c'est un peu basé sur ça. Il faut qu'on le dise aux auditeurs, c'est quoi? Là? Ça, c'est celui dans... Tu te fais kidnapper, tu te fais amener dans un bateau par les kidnappeurs. Puis là, les kidnappeurs, après que tu te réveilles, après avoir été chloroformé, bon, il n'y avait pas de chloroforme, mais tu te réveilles après le kidnapping, puis il dit, ben écoute, tu es libre de partir, mais il faut que tu sortes en dehors du bateau. Je veux dire, c'est un choix, mais c'est pas vraiment un choix. Là. Je veux dire, tu dis aux gens, ben, tu as juste à quitter. C'est quitter pour où? J'ai pas d'option de quitter. Les autres États m'empêchent de rentrer ailleurs. Donc, j'ai une limite vers qui je peux quitter. J'ai aussi des limitations sur est-ce que tu me laisses quitter? Parce qu'il y en a qui refusent. Tu sais, comme les gens qui étaient en URSS, le kidnappeur leur disait tu peux quitter le bateau si tu veux. Ils étaient très fans. Les Cubains aussi étaient très fans de quitter le bateau pour aller ailleurs. Mais l'État leur disait non. Donc, tu sais, c'est rare en plus que l'analogie permet ça. Mais non, c'est ça. C'est pas. Cette histoire-là, c'est que c'est pas parce que tu refuses de faire quelque chose que ton consentement est implicite. Si tu veux une théorie de la légitimité que j'ai consenti que, tu sais, contrat social, la bullshit qui est le contrat social, c'est le concept le plus bullshiteux de l'histoire. La bullshit qui est le contrat social, la raison que les gens l'adhèrent, c'est qu'il y a l'espèce de quasi-consentement ou consentement implicite ou une phase délibérative qui nous a tous attachés à ça. Mais en réalité, il n'est pas là. Mais les gens sont d'accord que s'il y a consentement de tout le monde, ou il y a unanimité, c'est un critère parfait de la légitimité. Oui, c'est que ça dépend tout le temps quelle version qu'on prend. Là. C'est la version plus hobbesienne ou Jean-Jacques Rousseau. Là. Mais tu sais, c'est que même chez Hobbes, tu as l'idée chez lui que il reconnaît que le contrat social, entre guillemets, de la manière dont il se le formalise, c'est une violation du droit naturel. Et c'est que dans le fond, c'est que ton droit, mettons, tout individu a le droit de se défendre normalement et de se faire justice. Mais dans une société, tu as délégué à l'État le pouvoir de répression. Mais il y a aussi chez Hobbes, ça c'est le bout que les gens oublient toujours, c'est que si le Léviathan n'exerce pas sa part du contrat social, le citoyen est légitimé soit de le renverser ou d'exercer lui-même ses droits. Le régicide. Ben, le régicide, puis on dit toujours, c'est un peu les dilemmes moraux là, que tu voyais dans d'abord un livre, mais ça a été un film qui a marqué quand même beaucoup de monde au Québec, là, Les 7 jours du Talion. Que dans le fond, c'est l'histoire qui est avec Claude Legault, qui jouait le personnage principal. C'est l'histoire d'un gars dont la petite fille est kidnappée. La police ne trouve pas le meurtrier. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est lui qui décide que la justice ne fait pas son travail et que lui, il va le trouver. Le meurtrier, il l'amène dans un chalet quelque part, lui pète un genou avec un marteau. Fait toutes sortes de trucs un peu étranges un peu étranges, très, très cruels pour se venger. Et à la fin, la dernière scène du film, spoiler, mais ça fait quand même 15 ans que c'est sorti, là, et les policiers l'amènent et il y a un journaliste qui l'attend. Et le journaliste dit
est-ce que vous pensez que c'est bien ce que vous avez fait? Il répond non. Et il lui demande est-ce que vous regrettez? Il répond non. Ce qui résume assez bien l'idée qui est derrière ça. C'est-à-dire que l'individu consent à ce que l'État, d'une certaine manière, prenne une part justement de délibération, justement, ou une grosse part dans la sentence qu'on donne à des gens, des criminels, tout ça. Mais dans un monde où il n'y aurait pas d'État, évidemment que c'est l'individu serait dans son droit d'exercer lui-même une forme de justice. Là. Ben, comme Ouais, ça puis existait dans des mondes plus anciens, si on veut. Là. pour clore un peu sur l'État, mais tu sais que ça revient à l'idée que la Mhm. question. Il y a une chose que moi, je suis en train de déployer, l'agenda de recherche, c'est que les gens ont tendance à dire que l'État il y a un mal nécessaire. Donc, tu ne peux pas avoir ça remonte genre à des gens comme Nozick. En Mhm. état de nature, tu ne peux pas avoir pas d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point d'équilibre implique un État. Pour Nozick, puis les autres, dans ce cas-là, comment tu fais pour avoir cet État-là qui est l'État minimum, c'est le bon. Moi, le point que je fais dans ma propre recherche, c'est que en fait, on est très capable de se gouverner tout seul sans l'État. Le problème, c'est que l'État, s'il n'est pas nécessaire, il est inévitable. Il va toujours exister parce que chez toute personne, il y a deux manières de s'enrichir. Tu peux t'enrichir en utilisant le pouvoir sur les autres ou tu peux t'enrichir en échangeant avec les autres. Puis ce qui va déterminer lequel tu utilises, c'est à quel point c'est coûteux d'utiliser un relativement à l'autre en termes de profit net que tu vas générer. Donc, tu vas toujours avoir la présence d'un État. Et la question, c'est comment tu fais pour contrôler les impulsions de l'État, comment tu fais pour, si on admet, ça ne veut pas dire qu'il est. Ça note ce que je suis en train de dire. L'État va exister toujours. L'État ne sera jamais en soi légitime si on utilise le consentement comme théorie morale, mais il n'est pas nécessaire. C'est quand même assez intéressant ce que je dis parce que ce que ça veut dire, c'est que tout Mhm. notre exercice, puis ça, c'est là l'idée du libéralisme, tout notre exercice devient comment est-ce qu'on fait pour le contraindre le plus possible à faire les choses qu'on peut juger le plus bénéfique possible. Donc, tu sais, quand je dis les règles du jeu, c'est ça, là, c'est quand tu dis il faut que tu vraiment que tu imposes des contraintes, des garde-fous, des check and balances pour faire en sorte que ce qui est inévitable ne devienne pas absolument nocif. Puis d'ailleurs, Ouais. quand je disais pas nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a des settings dans lesquels il peut être bénéfique pour produire des biens publics, gérer des externalités. Donc, il peut être bénéfique. Comment tu le fais pour, si tu ne peux pas passer sans, comment tu fais pour l'avoir qui fait ce qu'il y a de mieux, mais ça ne veut pas dire en soi que ça lui donne la légitimité. Son existence même est basée sur le fait que c'est la volonté d'exercer la violence sur autrui. Et donc, il n'y a pas une légitimité en soi à l'État. Tout ce qu'il y a, c'est une inévitabilité. Ouais. Puis tout ce qu'on veut, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça soit le mieux possible, donc les contraintes, les règles du jeu. Mhm. Mais tu sais, pour faire le pont un peu avec le sujet qu'on avait au départ, puis tout ça est un peu, tout ça est interrelié là, d'une certaine manière, c'est que moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment tu as certains acteurs, ou en tout cas certaines personnes qui se disent féministes ou de la mouvance féministe, tu sais, qui ont des revendications qui vont toujours dans le sens de plus d'État. Alors qu'en réalité, l'État, c'est ce qui historiquement a brimé leurs droits naturel, c'est ce qui a, c'est l'entité, c'est la chose qui a le plus nuit d'une certaine manière Directement et indirectement. directement et indirectement, soit par de la législation, soit en cautionnant certaines choses aussi. Quand Là, je parle même. de indirect, c'est un peu différent, mon indirect, par contre. OK. Euh, écoute, soyons clairs, là, tu prends les graphiques sur la liberté économique puis le progrès économique des femmes. Puis, tu sais, je peux envoyer le lien comme ça, tu peux le mettre pour les auditeurs. OK, Là, j'essaie de retrouver ton je te, tweet pendant que tu parlais. Là, je je te pense l'ai que tu avais mis des envoyé. graphiques dedans. OK. Mais tu regardes, par exemple, les écarts salariaux entre hommes et femmes, puis tu mets ça contre l'indice de liberté économique. Euh, L'écart est beaucoup plus petit dans les économies plus libres que dans les économies moins libres. Puis ça, c'est l'écart sans contrôler pour la taille des Un peu petit, familles. là, mais les gens vont comprendre l'idée pareil. Là. Ouais. C'est juste, regarde la courbe. Là. La courbe, l'idée, c'est que sur l'axe des X, tu as la liberté économique, puis plus Mhm. tu es élevé, mieux c'est.
Puis le female wage gap, c'est l'écart salarial entre hommes et femmes. Mais là, il n'y a pas de contrôle statistique. C'est juste l'écart brut. Quand tu prends l'écart contrôlé, donc tu tiens compte de l'âge, l'expérience, le statut marital, l'industrie de travail, la relation est encore plus forte. Donc, les économies plus libres ont presque beaucoup, beaucoup moins d'écarts salariaux que les économies moins libres. D'ailleurs, si tu enlèves là-dedans le rôle de... Parce que la liberté économique a un effet positif, puis on va expliquer pourquoi, mais il y en a un des composants des indices de liberté économique qui a des effets ambigus, c'est la taille de l'État. Parce que la taille de l'État peut être positive dans le sens qu'il peut redistribuer d'un groupe vers l'autre, mais en même temps, en taxant, il peut décourager des investissements comme des investissements en capital humain, l'entrepreneuriat. Donc, une des composantes ayant des effets qui peuvent aller dans les deux directions, va un peu cacher l'effet de l'indice au complet. Donc, comme tu as 5 composantes aux indices de liberté économique, tu as 1/5 de l'indice qui ne montre rien en soi parce qu'il y a des effets ambigus. Quand tu enlèves cette composante-là, tu vois qu'il y a un effet beaucoup plus fort de la liberté économique. Les autres composantes, c'est la réglementation, les droits de propriété, le commerce international et l'inflation. Donc, le contrôle de ce qu'on appelle sound money. Ces 4-là ont un effet vraiment puissant sur les conditions économiques des femmes. Tu pourrais aussi faire le même graphique avec les taux d'emploi des femmes mariées avec enfants. Tu pourrais faire la même chose avec instruction, pourcentage de continuance scolaire. Les sociétés qui sont économiquement libres sont celles qui ont des meilleurs résultats en tant que telles pour les femmes. Les deux raisons pour ça, la première, c'est que tu as un mécanisme direct qui est que l'État ne met pas de barrière dans les jambes des gens. C'est assez simple. Tu ne leur interdis pas d'avoir de la propriété, ce qui était le cas au Québec jusqu'en 1960, par exemple. Tu ne leur interdis pas d'ouvrir certaines entreprises. Tu ne limites pas leurs droits à certaines professions. Tu ne mets pas de barrières comme pendant longtemps, il a existé. Par exemple, aux États-Unis, on oublie. Au Canada aussi, il y a un super livre qui a été oublié de Ronald Hamowy, qui est l'histoire des lois médicales au Canada. Hamowy est un historien, mais c'est un historien qui travaillait avec le Fraser Institute. Donc, il était un petit peu. Il était de notre gang, là, si tu veux, pour simplifier. Et il souligne que l'effort de créer l'équivalent du Collège du médecin ou le Royal Society of Canada, l'objectif, c'était d'éliminer les sages-femmes du marché pour les naissances. Donc, il y avait un objectif d'exclure par réglementation des gens qui produisaient des services. Bon, il y avait l'argument était que c'était pour des raisons de qualité, mais est-ce que c'était vraiment juste ça? Peut-être qu'il y avait des raisons de qualité. Peut-être qu'il y a des gens qui croyaient vraiment que ce qu'eux faisaient était de meilleure qualité que ce que les sages-femmes faisaient. Mais il y avait aussi la partie... même aujourd'hui encore. Là. Oui, bien, il y a eu des efforts, surtout avec le Flexner Report qui a été fait, celui qui défendait créer une guilde à toute fin pratique, parce que c'est ça que c'est, une guilde des médecins. Ben, il y avait des efforts de démoniser les autres professions qui étaient vues comme étant un peu périphériques, mais qui faisaient compétition directe avec le Collège des médecins. Mais c'était toutes des professions qui étaient généralement occupées, ils étaient non seulement périphériques, mais ils étaient occupés par des groupes, par des gens qui étaient un petit peu plus marginaux dans la société pour des raisons de droit. Les femmes. Donc, quel domaine, si on t'interdit d'ouvrir une entreprise en X ou Y, quel domaine tu vas occuper? Celui dans lequel il n'y en a pas de réglementation qui t'interdit de rentrer, donc tu avais des métiers qui étaient disproportionnellement féminins, les sages-femmes. Il n'y a pas de raison symbolique qu'une sage-femme doit être une femme. Ça pourrait être un sage-homme. Il n'y a aucune, il n'y a pas une force ou un désavantage physique à la chose. Mais d'ailleurs, les médecins sont souvent des hommes, sont capables de participer au processus d'accouchement. Mais l'effort de la profession médicale, c'était d'exclure clairement des gens. Donc là, l'effet direct ici, c'est la réglementation qui a pour but de limiter l'accès à la participation à la vie économique.
Mais l'effet indirect, c'est probablement celui qui est le plus important. L'effet indirect, c'est que même si ça n'a aucun objectif d'aider les femmes ou aider qui que ce soit, j'haïs ça encore une fois dire les femmes, d'aider un groupe en particulier ou Mhm. des gens qui partagent la même caractéristique, tu peux avoir par accident des bénéfices. Donc, prenons l'exemple de la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, la raison que je l'utilise, c'est que la littérature en économie montre clairement que c'est le truc qui explique, genre, tu prends la participation au marché du travail des femmes mariées qui ont des enfants ou des femmes mariées, donc un ou l'autre, tu peux diviser les deux. Les femmes mariées sans enfants, les femmes mariées avec enfants et les femmes mariées Mhm. prises ensemble. La pilule contraceptive explique à peu près 50% de l'augmentation de leur offre de travail entre 1960 et aujourd'hui. Okay? C'est un seul truc, la pilule contraceptive. Mais pense à ce qu'il faut pour développer la pilule contraceptive. Il faut énormément de recherche et de développement. Il faut que tu sois une société très riche pour dévouer des ressources pendant 5, 6, 7, 8, Ouais, 9, ouais. 10 ans avec aucun profit. Hein, parce que c'est ça qui se passe. Tu n'as aucun profit pendant 7, 8, 9, 10 ans pendant que tu fais la recherche sur quelque chose. Donc, il faut que tu sois déjà très riche pour te dévouer à la recherche et au développement. C'est pour ça que quand tu regardes les corrélations juste entre recherche et développement et en pourcentage du PIB et le revenu par personne, les économies riches font le R&D. Ah oui. Parce que c'est un truc que tu peux te permettre quand tu es excessivement riche. Ce qui a des effets un peu différents sur d'autres trucs, là, ça a des implications sur d'autres choses, sur le développement, notamment les poverty traps un peu. Mais une fois que c'est dit, tu as ça. Donc, il faut que tu sois déjà riche pour faire ça, mais être Mhm. riche, il faut que tu aies la liberté économique pour devenir riche. Donc, par accident, tu as la capacité de développer des choses qui peuvent être biaisées favorablement à des gens qui ont une caractéristique commune, Mhm. celui de partager souvent le lourd fardeau des jeunes années d'un enfant. Mais si tu donnes parfait contrôle au cycle reproductif aux femmes, c'est sûr que la pilule contraceptive fait, ben, le changement technologique ici est immensément profitable pour les femmes, dans le sens que eux, ils payent quelque chose, mais qui leur donne la capacité de travailler davantage, de développer leur capital humain, de le faire fructifier et de profiter de ce capital humain-là qu'ils ont développé, et de timer aussi leurs décisions pour que ce soit plus optimal dans leurs objectifs de vie. Donc, tu leur donnes parfait contrôle là-dessus. Mais le choix, l'innovation est clairement biaisée pour eux, mais la possibilité d'en arriver avec ce choix-là découle indirectement de la liberté économique. D'une autre manière indirecte, il faut aussi que la compagnie qui investit dans développer ce médicament-là ne pense pas que l'État, demain matin, va intervenir en changeant les règles du jeu et en disant non seulement, je sais qu'il y a 10 ans, je t'ai dit que j'allais faire X, mais aujourd'hui, j'ai décidé que tous tes brevets m'appartiennent. Puis c'est moi qui va faire c'est moi qui va faire la gestion. Ou que je vais changer tes taux de taxation comme ça. Pas en général, juste sur toi. Right? Qu'il existe des contraintes sur ce que ou que je vais réglementer tes trucs, à qui tu peux vendre, comment tu peux vendre, est-ce que tu as le droit de faire de la publicité pour Mhm. essayer de récupérer les coûts de recherche que tu as fait, de faire connaître aux gens que tu as ce produit-là. Toutes ces choses-là, indirectement, ce qu'ils font, c'est que, j'oublie tout le temps, en amont ou en aval, avant là, que tu le fasses. Ah, puis je suis capable de le dire en anglais. Il me semble que c'est en amont. En amont, OK. Fait en amont, je suis capable de décider si je sais que l'État ne va pas changer d'opinion comme ça sur un 25 cents. Euh, euh, je vais me dire, l'État dit que tout ce qui va déterminer, c'est les risques, moi, sont naturels au marché et non pas les risques arbitraires de qui est dans le pouvoir, qui est au pouvoir présentement. Bien là, si je dis qu'il n'y a pas de risque arbitraire, qu'il y a des risques uniquement structurels, qui sont liés à la nature, à C'est en l'environnement. amont. J'ai vérifié, tu m'as comme Oui, mis un moi doute. j'ai toujours le doute. En amont. Amont, c'est avant. Aval, c'est pendant. Et en aval, c'est après. OK, je ne savais pas les deux derniers. Moi, j'aurais juste dit amont, aval en pensant que c'était une dichotomie. OK. Mais si l'État se promet de respecter la liberté économique où il existe des contraintes, que ce soit le fédéralisme, donc que les gens peuvent se déplacer facilement, donc la mobilité des gens Mhm. crée des barrières à l'intervention abusive, à l'utilisation de l'arbitraire, qu'il y a une constitution qui est forte,
qu'il y a une division des pouvoirs, qu'il y a du check and balances, que tu as mis tout ça, ben là, tu assures justement l'absence des variations de l'arbitraire des politiciens et donc des projets de très, très long terme, comme par exemple la recherche et le développement, peuvent commencer. Et donc, une compagnie peut dire, écoute, je sais que ça va nous prendre 10 ans de développer ce truc-là, mais je suis vraiment convaincu qu'après 10 ans, it's gonna pay off. Ça va payer comme il faut. Ouais, Fait que ouais. faisons-le. Mais ça nécessite de prendre cette décision-là. Il faut que tu aies la liberté économique via la croissance économique, d'avoir les ressources pour le faire, mais aussi d'avoir la certitude institutionnelle qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va décider sur un dissous de venir me prendre ce que j'ai investi dedans. Exact. Tu Mais tu sais, compiles ça, là, puis c'est incroyable l'effet de la liberté économique. mais j'ai de la misère j'essaie j'écoute ce que tu disais sur entre autres, mettons l'exemple de la pilule contraceptive, je trouve qu'elle est vraiment parlante, là. Mais j'essaie de me mettre dans l'esprit de quelqu'un comme, peut-être pas celle qui a écrit le texte que je t'ai envoyé hier, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ça, là. Mais j'essaie de comprendre comment quelqu'un peut être féministe et anticapitaliste, là, considérant considérant tout ce qu'on vient de dire, là. Ignorance. Je Parce que, tu m'excuse, c'est sais, cruel, là, mais tu peux être ignorant. ben écoute, c'est la seule raison rationnelle que je vois, à moins que moi c'est une des hypothèses que j'ai depuis longtemps, que la cause des femmes est instrumentalisée par une partie des gens qui sont d'abord et avant tout anticapitalistes et le reste, ils s'en foutent, là. Parce que vous ne verrez pas beaucoup de gens de cette mouvance-là s'extasier sur Margaret Thatcher comme étant une femme qui a défoncé le plafond de verre. Ah, d'ailleurs, Non, d'ailleurs, c'était pas une vraie femme, elle pensait comme un homme. tu Là, sais ce t'es que comme, les OK. députés, Ben, tu sais là, ce que les députés travaillistes disaient de elle, non, mais ça en ne devait pas être chambre, bien ben quand elle était gentil. chef de l'opposition puis quand elle venait de commencer son mandat, le slogan, c'était Ditch the bitch. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens que je pense qui ne sont pas sincères Ah, c'est pas chic, dans là. leur féminisme parce que ce qu'ils voient, c'est tu es soit membre du groupe ou tu n'es pas membre du groupe. Si tu décides de C'est te ça. définir comme individu et que, par accident, tu entres en conflit avec ma version de ce qu'est le groupe, tu es un traître au groupe dans ton ensemble, pas en désaccord avec moi. Un traître au groupe. C'est quand même c'est une Hey, psyché. ben, C'est tu une le vois en ce psyché qui est moment. Ben, hautement collectiviste, là. oui, puis, tu sais, juste finir le premier point, puis j'ai un autre petit commentaire, puis après ça, on va aller à l'article que tu m'as envoyé dans le chat, là. C'est que je connais quelqu'un, c'est pas un ami personnel, mais c'est une connaissance, là, qui a quelqu'un qui reste encore à Cuba, puis dans ses proches, puis il va le visiter une fois de temps en temps. Et il me disait qu'une des choses qui amène toujours, c'est des produits sanitaires féminins. Parce que c'est très dur à avoir là-bas, slash presque impossible quand tu es dans. Ça fait bizarre à dire pour un régime communiste, là, mais quand tu es dans certaines classes de la société, c'est très difficile à avoir. Parce que oui, il y a pas, c'est pas une société égalitaire où il y a tout le monde est pareil. Il y a des gens qui sont moins bien que les autres. Puis là, je me disais, mais comment tu peux cracher sur la société dans laquelle on vit et que ton arrière-plan, à quelque part, d'idéal ou de critique de monde alternatif, c'est un endroit où en 2023, il y a encore des femmes qui mettent des chiffons dans leurs petites culottes pour absorber les règles quand ils sont dans leur période. Parce que c'est ça la réalité, là. Et lui, il amenait des tampons puis des coupes menstruelles, là, parce que c'est ça qui est le plus facile à gérer quand tu n'as pas accès à des rechanges, là, dans le fond, parce que c'est bon pour longtemps, là. Puis là, tu te dis, mais comment ça peut être possible de défendre ça? Je comprends pas. Là, à moins que tu aies rationalisé le truc en te disant c'est à cause de l'embargo cubain s'il y en ont, américains qui en ont pas. Je présume que la réponse serait elle, là, si on Ben, questionnait ces gens-là. écoute, il y a deux choses. Premièrement, il y a beaucoup plus un embargo cubain sur l'activité Ouais, c'est économique ça. des gens à Cuba qu'un embargo américain sur l'activité économique des autres gens avec Cuba. Donc, tu sais, mettons ça sur la table. Mais soyons aussi généreux, présumons qu'ils ne sont pas en train de défendre Cuba, parce que tu en as des gens de gauche qui sont conscients que Cuba, c'est un régime Ben, c'est dictatorial pour ça que je te de dis, de merde. gauche, c'est une chose.
anticapitaliste, c'en est une autre. Parce qu'on Ouais, peut ok, tourner d'accord. autour du pot pendant 3 jours si on veut, mais quand tu es anticapitaliste, là, ce qui était revendiqué dans le texte que je t'ai envoyé hier, là, ben, je m'excuse. Tu peux. Ben, expliquez-moi c'est quoi votre régime alternatif, parce que toutes les fois que vous en proposez un, ça Le aboutit socialisme, plus ou moins. la réponse, je te parie 50$, ça va être une variante du socialisme démocratique. Ouais, ouais. Qui, Qui n'a qui, jamais existé nulle part. J'ai tellement ce terme-là. Là. C'est tellement. D'ailleurs, ça, là, c'est un test pour tous les auditeurs. Remarquez comment moi je parle. OK? J'utilise pas des nouveaux mots. J'invente pas des concepts. Les termes sont toujours soit très techniques, clairs, donc une courbe de. Il y a une image qui peut être graphée de ça, ou j'utilise le français du commun des mortels. Right? Il n'y a rien. J'utilise pas des mots comme très imagés comme l'économie casino. Ou c'était quoi? Il y avait d'autres mots que tu m'avais montré qu'elle avait dit que Bon, c'était le ça qui me faisait fâcher. patriarcat, c'est tout le temps des concepts un peu foireux. Non, Là. non, non. Patriarcat, tu peux dire, il y a une connotation claire au patriarcat. Il y a une définition qui existe. Ouais, mais Eux jouent avec la définition. ouais, c'est ça. Ils ne donnent pas la définition. Là. Ils donnent pas. Tu as une définition religieuse dans le sens comme, par exemple, chez, voyons, chez les, j'allais dire les Grecs orthodoxes. Oui, chez les Grecs orthodoxes, le patriarche d'une église. Donc, tu as une filiation qui est clairement. Ben oui, puis dans la vision Tiens, regarde, traditionnelle, l'homme est maître de la maison et ce genre de OK, trucs-là. Ça, c'est regarde le bien. patriarcat. Les termes, là. La pensée féministe noire, purgée de la critique du capitalisme qui lui était inhérente, blanchie, technicisée et réduite à l'état de la grille d'analyse sans teneur particulière. Conceptuellement, il n'y a rien là-dedans. C'est un C'est de la passage fatuité. hautement vacueux. Puis ça, c'est vraiment le sens que ces gens-là qui font de la critique. Et il y a une critique du capitalisme qui peut être faite, du libéralisme qui peut être fait sur, par exemple, la base de et je pense que ce sont des critiques légitimes. Est-ce que les fruits de la croissance sont également partagés? Est-ce que des fois les compromis que les libéraux font sont un peu, tu sais, pour faire progresser l'espace des libertés, vient pas à faire des sacrifices pour d'autres personnes? C'est toutes des critiques qui, je pense, ont une certaine validité, mais ce n'est pas celles qui sont faites là-dedans. Dans celles-là, c'est des trucs vacueux qui n'ont aucune précision, qui ne sont pas ciblés à l'égard de quelque chose en particulier, et que si tu les poussais un peu ou tu leur présenterais des faits, ils ne sont pas capables de le faire. En fait, ce que j'aimerais, c'est imagine que j'étais capable de ne pas leur faire savoir qui je suis. Donc, il y a une sorte de comme un jury qui est innocent. Ouais. Et que j'agis 100% de bonne foi. Je fais juste poser des questions de raffinement. À chaque fois, je demande plus de précision. Uniquement plus de précision. Dans mon cas, à moi, tu vas souvent arriver à, si c'était moi qui se faisait faire cet exercice-là, je te garantis qu'il y a des fois que je vais pouvoir dire, sais-tu quoi, je n'avais pas pensé à ça. Right? Parce que je ne suis pas intéressé à haïr une autre idéologie ou même, tu sais, s'il y avait quelque chose de mieux que le libéralisme qui existait sur le critère de l'amélioration du bien-être humain, je serais probablement favorable à ça. J'ai un aspect un peu conséquentialiste là-dessus. Mais Oui, c'est pas un point de doctrine c'est pas religieux, un point de doctrine. c'est juste que ben, c'est le mieux de ce qu'on connaît. C'est de loin le système. Est-ce qu'il y a des manières de le tweaker? Je suis favorable à voir s'il y a des manières de faire des tweaks. Mais tu sais, est-ce que le revampage de quelque chose au complet, je ne suis pas super fan. Mais si tu me poussais, tu pourrais arriver à des questions, des réponses qui sont ambiguës, mais que je suis conscient de l'ambiguïté, puis je l'annonce. Ces gens-là vont, si tu es honnête, c'est ça qui se passe. Si tu es vraiment juste en mode je déteste toute l'autre chose et j'ai une haine absolue de la chose, et c'est pas l'objectif que je préfère vouloir avoir n'est pas celui que j'ai vraiment. Donc, quand je dis que je veux le bien-être des gens, c'est pas le bien-être des gens que je veux, c'est haïr le capitalisme. Mais chaque fois que tu vas pousser la personne, elle va revenir à quelque chose ou elle va utiliser un raccourci pour dire non. Mais là, dans ce cas-ci, tu vois, c'est probablement la meilleure manière de voir la mauvaise foi des gens. Puis je pense que ce texte-là, c'est l'exemple Ben, surtout que il y a quelqu'un qui ne eu. sait pas de quoi il parle. C'était l'autre point que je voulais amener tantôt, c'est que quand on parlait de l'appartenance à un groupe, à une tribu, moi, c'est ce que je dis depuis toujours, parce qu'à chaque fois qu'il y a des femmes
Parce que, puis là, je prends cet exemple-là parce que c'est ce dont on parle, là, mais je pourrais aussi prendre l'exemple des Noirs aux États-Unis. Comment il s'appelle, le sénateur républicain noir? J'oublie son nom. Là, Tim Scott. Tim Scott, lui, il lisait. Un moment donné, j'écoutais un podcast où il était invité, puis il lisait des courriels qu'il recevait là, de gens qu'il traitait de Uncle N-word, Tom. puis tout ça. Là, t'es comme. Il se fait traiter d'Uncle Tom souvent Ouais, parce qu'il qu'il est pas. à droite. Ouais, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme la célèbre phrase de Joe Biden, If you don't vote Democrat, you ain't black. Il a vraiment dit ça? Oui, il a dit ça, c'est Joe Biden. C'est vraiment une vraie phrase. Là, t'es comme. C'est littéralement la phrase la plus raciste que j'ai jamais entendue de ma vie, en fait. Là. Paternaliste. The soft bigotry of low expectations. Là, t'es comme, mais. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a des femmes influentes, mais qui ne sont pas de gauche, genre, tu pourrais prendre n'importe quel exemple là, possible. Là. Je dis Margaret Thatcher, mais ça aurait pu être, je sais pas moi, une des filles de Donald Trump, whatever. Peu importe c'est qui, là, on s'en fout. Là. Tu peux les critiquer comme personne, mais pourquoi, c'est genre. pas sur la prémisse du groupe auquel il mais fait partie. exactement pas sur la prémisse du groupe. Et là, dans notre petit cas québécois, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu une série de femmes très à gauche dans cette mouvance-là, un peu comme dans l'article que je t'ai. Et là, leur nouvel ennemi, c'est Martine Biron. Là, tu es comme, ben Martine Biron, ancienne journaliste qui est devenue députée de la CAQ, Assez à gauche. On peut la critiquer pour qu'elle fait le tour du monde, on peut la critiquer pour le fait qu'elle a un ministère qui est un peu un bullshit job. On peut dire tout ce qu'on veut, mais de l'attaquer, ce qu'elle serait comme pas une vraie femme parce qu'elle ne s'est pas elle-même définie comme féministe intersectionnelle. Là, ça te montre que le concept, c'est pas pantoute le droit des femmes, l'avancée des femmes. C'est juste votre petite religion politique. Il faudrait leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de Joanne Marcotte. Ça doit pas être chic-chic. Là. Ça doit pas être chic-chic, effectivement. Je suis sûr que j'ai jamais eu de conversation avec des gens de gauche sur le sujet de Joanne, mais tu sais, Joanne, c'est non seulement une amie, mais c'est une personne que j'admire. Je te garantis que si je demande l'opinion à, disons, Julia Posca de l'IRIS, ou c'est quoi l'autre, là? Aurélie Langto, ou Émilie Nicolas. Il y en a une autre que j'oublie, là, qui est tout le temps Maïté Saganache ou quelque chose comme ça. Anyways, une autre de cette gang-là. Je suis sûr que si je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de Joanne Marcotte et qu'il n'y a pas de micro autour, je te garantis que ce ne sera pas des mots doux. Ça ne sera pas une admiration pour un adversaire idéologique. Ça va être du mépris complet pour uniquement quoi? Un désaccord idéologique? Oui, mais c'est ça. Puis c'est pour ça que, puis tu remarquez les auditeurs, là, vous avez le même genre d'exemple pour à peu près toutes les catégories que ces gens-là supposément défendent. Elles deviennent nulles et non avenues. Elles deviennent caduques si la personne n'est pas du bon bord idéologique. Que ce soit je veux dire, les homosexuels de droite, ils n'ont pas de passe-droit. D'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça, mais la joke avant, puis qu'il y avait chez les libertariens au Québec, c'est que s'il n'y avait pas de gays au Québec, il n'y avait pas de libertariens non plus. je pense, sérieusement, si je me souviens bien, quand moi je suis rentré à l'Institut économique de Montréal en 2010, quand j'étais pas sûr si je voulais faire un doc ou si je voulais juste être dans un think tank, je pense que la moitié du staff était gay. Je suis pas mal sûr. Tu avais une grande proportion de Yuri Chassin, tu avais. Mais sais-tu quoi? Moi, je trouve ça logique. C'était pour ça un peu ma réflexion. Ben après que l'État t'aille abusé puis t'aille interdit d'avoir du fun légalement pendant un bout, puis qu'il s'introduisait dans ta chambre à coucher, puis que tu es interdit d'aller dans certains bars. Mais c'est pour ça que je te dis, que tu as peut-être des réflexes libertariens. Ben oui, puis moi, je ne comprends pas pourquoi des Ayn Rand ou des Joanne Marcotte, il n'y en a pas plus que ça. Au même titre que les gens homosexuels dont tu parles, c'est que c'est des gens qui ont été historiquement brimés d'une certaine manière par l'État. Et moi, qu'il y ait des gens de communautés, entre guillemets, brimés par l'État, puis là, je comprends, les femmes, c'est pas une communauté, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Mais je ne comprends pas pourquoi, dans ce groupe-là, il y a autant de gens amoureux du gouvernement et qui pensent qu'eux, vu qu'ils sont vertueux, ils vont pouvoir s'emparer des leviers de l'État pour faire régner la justice, la beauté et l'amour.
alors que c'est pas ça qui va arriver. Ouais, Ce mais n'est la pas naïveté de possible. tous, je pense qu'il y a une quote de Mencken là-dessus, j'aimais bien, mais je suis pas mal sûr que je vais la trucider. Mais la naïveté de tous et chacun, c'est de croire que si j'avais le pouvoir, je l'utiliserais mieux j'abuserais mieux des autres que ceux qui l'utilisent présentement pour abuser de moi. Quelque chose comme ça. Oh, ouais, ben écoute, c'est Tu sais, carrément ça, là. avec le sarcasme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui H.L. Mencken, c'était un satiriste américain qui, euh, qui était très cruel dans ses mots. Euh, c'est lui qui avait dit toute élection, c'est un encan en avance de biens qui n'ont pas encore été volés. Des manières incroyables de décrire, mais il y avait une phrase comme ça sur la délusion que plusieurs personnes ont à l'égard du pouvoir. Puis c'est un peu normal, je veux dire, l'être humain, de manière évolutionnaire, a une raison de croire qu'il faut qu'il voit l'ordre créé comme étant un truc qui est purement volutionnel. L'idée que des ordres peuvent être spontanés et ne pas avoir de plan, donc que ça peut émerger de l'action humaine sans Ouais, un dessein ouais, central, le euh, démiurge. est très contre-intuitif parce que de manière évolutionnaire, pour survivre, il fallait qu'on voit beaucoup plus facilement les choses. De voir ce qui n'est pas visible est beaucoup plus difficile. Euh, c'est pour ça aussi, par exemple, Jonathan Haidt a un truc là-dedans, puis je pense qu'on peut passer au Patreon après. Mhm. Dans son livre, il y avait un passage qui m'avait vraiment influencé, c'est que si tu regardais les corrélations, parce que lui, ce qu'il checkait, c'était les déterminants des idéologies des gens. Puis un des trucs, c'était que les gens qui étaient libertariens avaient des expériences de vie vraiment diversifiées de ce qu'ils avaient vu. Mm. Et donc, c'est peut-être pas que c'était instinctif, mais que l'instinct s'est développé parce que tu as vu plus de variantes de certaines choses en termes d'abus, de violence, Donc, tu as comme peut-être vu les bienfaits de l'État et les méfaits. Donc, tu t'es retrouvé peut-être plus facilement à être dans cette famille idéologique-là. Aussi, c'était un groupe qui était beaucoup plus D'ailleurs, quand il regardait la seule chose que les libertariens manquaient énormément, selon lui, c'était de l'empathie. Il n'était pas très tolérant, il n'était pas très empathique des autres personnes parce Mm. ils voulaient juste gérer leurs affaires à eux. Mais que autrement, c'était ceux qui étaient les plus tolérants des autres, c'était ceux qui étaient les plus qui avaient le plus d'expérience individuelle et qu'en moyenne, ils avaient euh, des, des expériences beaucoup plus riches, Ouais. en gros, Mais je ne sais pas si c'est de un vécu. manque d'empathie plutôt que un manque de. Parce que je le sais, moi, en tout cas, personnellement, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à, puis Yann n'arrête pas de me le répéter, j'ai tendance à présupposer naturellement que les autres entrevoient les choses un peu comme moi je le vois. Fait que moi, je me dis tout le temps, quand je vois des gens vouloir administrer la vie des autres avec des grands principes moraux, moi, je me dis tout le temps, je détesterais qu'on fasse ça pour moi, donc lui, il ne doit pas aimer ça non plus. Ouais, Ce qui est c'est sûr que c'est possible que ça apparaisse comme quelque chose d'autre, que ça soit pas. Qu'est-ce qui apparaît comme un manque d'empathie n'est pas un manque d'empathie, c'est C'est peut-être peut-être ça. plus un manque, en fait, c'est peut-être pas tant un manque d'empathie, mais c'est un manque de capacité à se mettre dans le mindset des autres, là. Tu sais, puis je le dis souvent, je m'en rends Ou de compte quand on. refuser de prendre le mindset des autres. C'est peut-être ça aussi, là. Exact. Mais moi, j'ai souvent puis je me force à le faire, puis je le dis, je me rends compte, je le verbalise souvent, je dis souvent, écoute, comment quelqu'un peut penser comme ça? Puis là, je me force à me dire, OK, mais quel est le processus pour arriver à cette idée-là? Puis j'ai du mal à me le formaliser parce que pour moi, c'est une évidence que penser comme ça, c'est une voie de garage ou c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, là. Ouais, mais juste pour le fun, là, je suis en train de regarder, je suis dans le truc, je regarde le empathic concern, la moyenne des libertariens versus la moyenne des liberals puis des conservatives. Écoute, oui, les libertariens sont plus bas, mais Ouais, pas pas que de ce soit manière très significatif. notable. Ouais, 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 je comprends. Puis je cherche celui pour. Ils ont moins de réactions de dégoût. C'est ça l'aspect de tolérance. Ils scorent, par contre, le truc sur lequel ils scorent vraiment plus gros, c'est les trucs d'imagination. Euh, ouais. Je retrouve pas la partie que je voulais, mais en gros, je pense que la raison que certaines personnes peuvent être, pourquoi, tu sais, par exemple, tu as autant de. Tu regardes dans tous les mouvements libertariens, disons, internationaux, les gens d'Europe de l'Est
de Cuba qui ont vécu en Russie sont incroyablement plus féroces comme libertariens. Ils sont beaucoup plus sauvages, dans le sens que you're all a bunch of socialists. Right? Ils vont Ben te oui. dire ça généreusement, mais aussi, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont disproportionnels étant donné leur poids dans la population internationale. Puis la raison, c'est qu'avec la mémoire institutionnelle de c'est quoi l'alternative, c'est sûr que tu es peut-être plus susceptible de développer cette idéologie-là. Euh, Si tu as vu tout, mais pas juste pour ton groupe, mais pour plein d'autres gens dans ta société, c'est peut-être juste la quantité d'expérience que tu as qui Ouais. détermine si Mais, tu es favorable à cette idée-là. mais c'est drôle pareil que, puis on transitionne sur Patreon après ce commentaire-là. Mais tu sais, c'est drôle pareil qu'on présente souvent, en tout cas au Québec, c'est l'image qu'on en fait, on présente souvent justement la pensée libertarienne ou même le libéralisme comme de quoi de vraiment idéologique, puis tu sais, c'est des gens idéologiques, puis là, t'es comme OK, mais en réalité, le fondement, moi j'aime bien la phrase de Matt Kibbe pour ça, c'est Don't hurt people and People don't and take don't their take. stuff. Si seulement Là, il t'es avait dit comme, don't take their shit, ça aurait été mieux. c'est ça. Puis t'es comme, Chris, il n'y a rien d'idéologique là-dedans. C'est tellement juste. C'est juste des gens qui veulent que tu leur foutes la paix, en fait. Là. Et sur ces philosophiques propos, nous passons à la partie Patreon parce que c'est ça, on est rendu là.